Pour moi, la mort n'est rien. Naturellement, je préférerais la peine de mort. Je n'ai absolument aucun intérêt pour les relations avec les gens. La première fois que j'ai tué, j'ai abattu un cerf dans les bois. J'avais une vingtaine d'années, et je me souviens avoir été très bouleversé lorsque je l'ai vu mort. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi je l'avais fait, et je m'en sentais désolé. Je n'ai plus jamais eu ce sentiment. Si jamais on me laisse sortir, je recommencerai à tuer. Mais cette fois, ce sera pire, 10 fois pire. L'envie est là. Saisissez cette opportunité parce que je suis préparé à servir Satan. À servir Satan. Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre histoire commence en Ukraine, le deuxième plus grand pays d'Europe après la Russie. En mars 1996, des spécialistes du ministère public et du service de sécurité ukrainien ont arrêté Yuri Mozola, un jeune homme de 26 ans, soupçonné de plusieurs meurtres odieux. Pendant 3 jours, il a été torturé, brûlé et électrocuté par 6 membres de la sécurité et un représentant du ministère public. Malgré cela, Yuri a refusé d'avouer les meurtres avant de succomber à ses blessures. Les 7 tortionnaires ont été condamnés à des peines de prison. 17 jours plus tard, le véritable meurtrier sera appréhendé. Le 7 avril 1996, un dimanche de Pâques, dans la ville de Lviv, alors que la plupart des gens profitent de leur jour de congé, la police est en alerte. Pour eux, les jours fériés signifient souvent des doubles postes et des heures supplémentaires non désirées. Le policier Igor Kouny et le chef adjoint de la police, Sergueï Krikov, sont assis dans leur bureau au commissariat. Ils travaillent depuis minuit et font de leur mieux pour rester vigilants. Les jours de fête riment souvent avec une consommation excessive d'alcool et, par conséquent, plus de travail pour la police. Aucun des 2 hommes ne se doute que dans quelques heures, ils seront impliqués dans l'arrestation d'un suspect lié à l'une des pires séries de meurtres de l'histoire moderne. Vers midi, l'agent Igor reçoit un appel de Piotr Onoprienko. Piotr a récemment découvert une cache d'armes chez lui, appartenant à son cousin, Anatoly Yurievitch Onoprienko, qui avait habité chez lui avant d'être expulsé. Piotr avait demandé à Anatoly de faire ses valises et de partir. Furieux, Anatoly avait menacé Piotr, lui disant qu'il tuerait toute sa famille à Pâques s'il parlait de cette découverte à quelqu'un. Craignant pour la sécurité de sa famille, Piotr a dénoncé son cousin, informant l'enquêteur qu'Anatoly avait emménagé avec sa femme et son enfant dans la ville voisine, à Zhytomyr. Sergueï fut chargé de former une équipe pour perquisitionner l'appartement d'Anatoly Onoprienko. En 1 heure, plus de 20 patrouilleurs et détectives furent rassemblés et se dirigèrent vers la maison d'Anatoly. Le suspect partageait un appartement avec une femme nommée Anna, coiffeuse, et ses 2 enfants. Les sorties du bâtiment furent bloquées par des voitures banalisées, tandis que 2 hommes gardaient les 4e et 2e étages. Les autres enquêteurs encerclèrent le bâtiment. L'agent Igor, Sergueï et un patrouilleur s'approchèrent de la porte du suspect. Sergueï ignorait si Anna et ses enfants étaient présents. Lorsque Sergueï sonna, Anatoly, pensant qu'il s'agissait de sa femme, ouvrit sans hésitation. À sa grande surprise, il fut rapidement maîtrisé et menotté. En fouillant l'appartement, Sergueï remarqua une chaîne stéréo Akai dans le salon, similaire à celle signalée disparue par la famille Novosad, récemment assassinée à Bursk le 22 mars 1996. J'avais une liste des objets manquants avec leurs marques et numéros de série. La chaîne stéréo correspondait à celle de la scène de crime, déclara Sergueï. Lorsque la police demanda à Anatoly son identité, il les conduisit à un placard
Un enquêteur ouvrit la porte et Anatoly plongea vers un pistolet caché à l'intérieur. Malgré ses efforts, il fut rapidement maîtrisé. Le pistolet, volé sur une scène de crime à Odessa, constituait une deuxième preuve. Conscients de la gravité de la situation, les enquêteurs reconduisirent Anatoly au siège de la police et commencèrent une fouille approfondie des lieux. À la fin de la journée, 122 objets appartenant à de nombreuses victimes de meurtres non élucidés furent récupérés. Alors que les recherches touchaient à leur fin, Anna rentra chez elle. Elle comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit et demanda ce qui se passait. Sergueï la prit à part et lui rappela les tueries à Privitne en lui disant que Anatoly est coupable de ça. Elle s'effondra en pleurant. Qui est Anatoly Onoprienko? Anatoly est né le 25 juillet 1959 dans le village de Laski, dans l'oblast de Zhytomyr, en RSS d'Ukraine, en Union soviétique. C'est le fils de Yuri Onoprienko et le plus jeune de 2 fils. Son père a été décoré pour sa bravoure pendant la Seconde Guerre mondiale. Anatoly avait 13 ans, de moins que son frère Valentin. Il n'avait que 4 ans lorsqu'il a perdu sa mère, après quoi il a été pris en charge par ses grands-parents et sa tante pendant une brève période. Il a ensuite été envoyé dans un orphelinat dans le village de Privenoï. Même avec une montagne de preuves matérielles, Sergueï avait besoin d'aveux. Anatoly fit immédiatement savoir qu'il n'était pas intéressé à parler. Lorsque Sergueï le confronta aux faits, Anatoly montra peu de réaction et se contenta de sourire, déclarant qu'il parlerait à un général, mais pas à lui. L'enquêteur Bogdan Teslia, réputé pour sa capacité à parler calmement avec les suspects, fut chargé de l'interrogatoire. Anatoly, au commissariat de police, renonça à son droit à l'assistance d'un avocat et garda le silence. Bien qu'il ait annoncé qu'il ne parlerait à personne en dessous du rang de général, Bogdan jugea impératif d'essayer d'obtenir autant d'informations que possible. Il craignait que la situation ne tourne mal, redoutant qu'Anatoly ne se pende dans sa cellule avant de livrer plus d'informations, ce qui aurait empêché de clore l'affaire. Bogdan s'assit seul dans une salle d'interrogatoire avec Anatoly, attendant l'arrivée d'un général du ministère de l'Intérieur de Lviv. Anatoly resta silencieux au début, mais au cours de la deuxième demi-heure, il commença à parler de sa vie. Il raconta qu'il était né dans la ville de Laski, dans la région de Zhytomyrskaya, et que sa mère était décédée alors qu'il était très jeune. Son père l'avait alors placé dans un orphelinat russe. Anatoly parle longuement de son ressentiment envers son père, qu'il l'avait abandonné tout en gardant son frère aîné. Il pensait que son père et son frère auraient pu prendre soin de lui. Ému et bouleversé, Anatoly évoqua cette colère persistante. Bogdan lui demanda alors s'il avait déjà eu du ressentiment envers les familles. Anatoly hésita brièvement, puis secoua la tête avant de réaffirmer qu'il ne parlerait à personne en dessous du grade de général. À ce moment-là, Bogdan tenta une nouvelle approche. Il expliqua à Anatoly qu'ils allaient faire venir un général, voire 10 s'il le fallait, mais il se demanda à quoi il ressemblerait si Anatoly n'avait rien à leur dire. Anatoly répondit qu'il avait définitivement quelque chose à dire. Quelques heures plus tard, le général Romanouk et son assistant entrèrent dans la salle d'interrogatoire, et Anatoly Onoprienko commença ses aveux. Anatoly a avoué aux enquêteurs que son parcours criminel avait commencé en 1989. Cette année-là, il avait rencontré Sergueï Rogozin dans un gymnase local où ils s'entraînaient tous les deux. Les deux hommes se sont bien entendus et ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble, leur amitié se transformant finalement en un partenariat criminel. Ils ont commencé à cambrioler des maisons pour compléter leurs maigres revenus. Cependant, une nuit, ils sont entrés dans une maison isolée, en dehors de la ville, pour la cambrioler. Ils sont tombés sur les propriétaires, armés pour se défendre. Les deux hommes ont estimé que tuer la famille était nécessaire pour assurer leur liberté. Ainsi, en brouillant leurs traces, ils ont assassiné toute la famille, 2 adultes et 8 enfants. Anatoly a informé les enquêteurs qu'il avait rompu tout lien
avec Sergueï Rogozine quelques mois plus tard. La même année, 5 personnes, dont un garçon de 11 ans, ont été abattues alors qu'elles dormaient dans une voiture avant que leur corps ne soit brûlé. Anatoly a déclaré que les meurtres n'étaient pas intentionnels et qu'il avait seulement prévu de cambrioler la voiture. Il s'approchait de la voiture uniquement pour la voler. À cette époque, il se considérait comme une personne complètement différente. S'il avait su qu'il y avait 5 personnes, il serait parti. Il n'avait tiré aucun plaisir de l'acte de tuer. « Les cadavres sont laids, ils puent et envoient de mauvaises ondes », a-t-il déclaré. Après avoir tué la famille dans la voiture, il est resté assis dans la voiture avec leur corps pendant 2 heures, ne sachant pas quoi en faire. L'odeur était insupportable. Après les meurtres, Anatoly est resté seul pendant plusieurs années. Le 24 décembre 1995, il a tué à nouveau. Cette nuit-là, il s'est introduit par effraction dans la maison isolée de la famille Zaïchenko, située à Armania, un village du centre de l'Ukraine. Il a assassiné un garde forestier, ainsi que sa femme et ses 2 jeunes fils, avec un fusil de chasse. Après le massacre, il s'est enfui avec les alliances du couple, une petite croix et une chaîne en or, des boucles d'oreilles et un paquet de vêtements usés. Avant de quitter les lieux du crime, il a incendié la maison. « Ce n'est pas que ça m'a fait plaisir, mais j'ai ressenti cette envie. À partir de ce moment-là, c'était presque comme un jeu venu de l'espace, » dit-il. Anatoly a informé les enquêteurs qu'il avait eu une vision de Dieu, lui ordonnant de tuer. 9 jours plus tard, le 2 janvier 1996, il a abattu une famille de 4 personnes avant d'incendier leur maison. En fuyant les lieux, il a été repéré par un homme sur la route et a décidé de le tuer également, afin de ne laisser aucun témoin vivant. Le 6 janvier 1996, Anatoly traînait près de l'autoroute Berdiansk-Dnieprovska et s'ennuyait. C'est alors qu'il a eu l'idée de chasser des gens au hasard en tirant sur des conducteurs. Ce jour-là, Anatoly a assassiné 4 voyageurs. Kazaï, un enseigne de la marine ukrainienne, Savitsky, un chauffeur de taxi, Kochergina, un cuisinier, et une victime non identifiée. Et puis d'un coup, cette idée me venait à l'esprit. Je ferais tout pour me sortir cela de l'esprit, mais je n'y parvenais pas. C'était plus fort que moi. Pour moi, c'était comme chasser, traquer les gens, a-t-il expliqué. Anatoly n'a attendu que 11 jours après les meurtres sur l'autoroute avant de tuer à nouveau. Le 17 janvier 1996, il s'est rendu en voiture à Bratkevichi et s'est introduit par effraction dans une maison appartenant à la famille Pilate. Il considérait ses actes très simplement comme un animal observant son mouton, expliqua Tehil au enquêteur. Ce jour-là, il a tué 5 personnes au total, dont un garçon de 6 ans. Après le meurtre, avant de partir juste avant le lever du jour, il a incendié la maison. Alors qu'il s'enfuyait, il a été repéré par 2 témoins, une cheminot de 27 ans nommée Konzela et un homme de 56 ans nommé Zakharko. Sans perdre de temps, il leur a tiré dessus de sang-froid. Moins de 2 semaines plus tard, le 30 janvier 1996, à Fastiv, dans l'oblast de Kiev, Anatoly a abattu une infirmière de 28 ans nommée Marusina, ainsi que ses 2 jeunes fils et un touriste de 32 ans nommé Zagranichny. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il ne pouvait pas s'en empêcher et qu'il était obsédé par le meurtre. Un mois plus tard, le 19 février 1996, Anatoly s'est rendu à Olevsk dans l'oblast de Jitomir et s'est introduit par effraction dans la maison de la famille Doutchak. Il a tiré sur le père et le fils et a mutilé à mort la mère et la fille avec un marteau
avant de partir. La jeune fille l'avait vu assassiner ses parents et était en train de prier lorsqu'il est entré dans sa chambre. Quelques secondes avant de lui casser la tête, il lui a ordonné de montrer où il gardait l'argent. Elle l'a regardé avec un regard provocateur et a refusé. Anatoly suit sa déclaration. Le 27 février 1996, il s'était rendu en voiture à Malina, dans l'oblast de Lvivska, et il était entré par effraction dans la maison de la famille Bodnalchuk. Il a abattu le mari et la femme, puis a assassiné leurs 2 filles, âgées de 7 et 8 ans. Plutôt que de tirer sur les jeunes enfants, il les a tués tous les 2 avec une hache. 1 heure plus tard, leur voisin nommé Salk se baladait dehors, et Anatoly a décidé de le tuer également. Il a tiré sur l'homme, puis l'a découpé en morceaux avec la même hache qu'il avait utilisée pour assassiner les enfants. « Oh, tu sais, je les ai tués parce que je les aimais tellement. Ces enfants, ces hommes et ces femmes, j'ai dû les tuer. La voix intérieure a parlé dans mon esprit et mon cœur, et m'a poussé très fort. » Anatoly a affirmé que son dernier meurtre avait eu lieu le 22 mars 1996, alors qu'il se rendait dans le petit village de Busk, et qu'il avait assassiné la famille Novosad, 4 en tout. Avant de partir, il a volé leur argent et des objets. La chaîne stéréo Akai en fait son partie, puis il a incendié leur maison afin de détruire toute preuve. « J'ai été envahi par une force supérieure, quelque chose de télépathique ou de cosmique, qui m'a poussé, » a-t-il déclaré. Anatoly avoua tous ses meurtres petit à petit, en l'espace de 3 mois. Les enquêteurs passèrent la plupart de leur temps à noter les détails de chaque meurtre. Ils discutèrent du mobile, bien qu'Anatoly ait déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait être étudié en tant que phénomène naturel et qu'un être supérieur lui avait ordonné de tuer. Anatoly déclara que Dieu lui avait ordonné de tuer et qu'il avait été choisi comme spécimen supérieur. Il affirmait qu'il pouvait exercer de puissants pouvoirs hypnotiques, contrôler les animaux par télépathie et arrêter son cœur avec son esprit. Anatoly révéla qu'il avait déjà passé du temps dans un hôpital de Kviv pour sa schizophrénie. L'enquêteur du ministère de l'Intérieur de Kviv, Alexander Shvevachenko, déclara qu'Anatoly, alors identifié comme le citoyen O, était un patient ambulatoire. Même si les psychiatres ont déclaré Anatoly Onoprienko mentalement apte à subir son procès, la procédure n'a commencé qu'en novembre 1998. Les procès en Ukraine ne peuvent pas commencer tant que l'accusé n'a pas lu toutes les preuves retenues contre lui. Et dans le cas d'Anatoly Onoprienko, il y avait de quoi s'en sortir. 99 volumes de photos horribles de corps démembrés, des voitures, des maisons et des objets qu'Anatoly a volés à ses victimes. Une autre raison du retard était l'argent. Ce n'est que lorsque le juge en chef du procès a lancé un appel télévisé que le gouvernement ukrainien a accepté d'allouer les fonds nécessaires à un long procès. Le 23 novembre 1998, un tribunal ukrainien a jugé qu'Anatoly Onoprienko, 39 ans, était mentalement capable et pouvait être tenu responsable de ses crimes. Le tribunal déclara qu'Anatoly ne souffrait d'aucune maladie psychiatrique, était conscient et contrôlait les actes qu'il commettait, ne nécessitant aucun examen psychiatrique supplémentaire. Considéré compétent pour faire face aux accusations portées contre lui, le procès d'Anatoly s'ouvrit le 12 février 1999 dans la ville de Zhytomyr, à 90 000 à l'ouest de Kviv. Au début de la procédure, Anatoly s'assit au tribunal dans une cage de fer et fut craché dessus par le public furieux. Des centaines de personnes rassemblées dans la salle d'audience étaient en colère. « Déchirons-le !» a crié une femme au fond de la salle d'audience, juste avant le début de l'audience. « Il a besoin de mourir d'une mort lente et angoissante », dit un autre. Craignant que la foule ne fasse justice elle-même, la police fouilla les sacs et fit passer tout le monde à travers un détecteur de métaux avant de continuer. De nombreuses personnes présentes à l'audience craignaient que le meurtrier ne soit condamné à seulement 15 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi ukrainienne, à l'exception de la peine capitale. Au tribunal, Anatoly avait très peu de choses à dire.
Lorsqu'on lui demanda s'il souhaitait faire une déclaration, il haussa les épaules et répondit qu'il n'avait rien à dire. Informé de ses droits légaux, Anatoly grogna, affirmant que c'était la loi des autres. Lorsqu'on lui demanda de préciser sa nationalité, il répondit qu'il n'en avait aucune. Il affirma se sentir comme un robot, dirigé par une force obscure, et soutint qu'il ne devrait pas être jugé à moins que les autorités ne puissent en déterminer la source. L'avocat d'Anatoly, Razlan Moskovski, ne contesta pas la culpabilité de son client. Il demanda que l'enfance d'Anatoly à l'orphelinat soit considérée comme une circonstance atténuante. Néanmoins, le procureur Yuri Ignatenko rétorqua que les examens de la santé mentale d'Anatoly au cours de l'enquête avaient infirmé un diagnostic indépendant de schizophrénie posé avant son arrestation et qu'un autre test ordonné par les tribunaux avait confirmé sa santé mentale actuelle. Le procureur déclara que les motivations d'Anatoly résidaient dans sa propre nature violente. Anatoly affirma au tribunal qu'il avait été poussé par un diable, des puissances supérieures et des voix mystérieuses. Il assura qu'il était coupable de toutes les accusations portées contre lui, mais insista sur le fait qu'il n'éprouvait aucun remords. Il déclara qu'il tuerait encore aujourd'hui malgré tout, se considérant comme une bête de Satan. Le procureur Yuri Ignatenko exigea la peine de mort, considérant le danger extrême que représentait Anatoly Onoplienko. L'avocat d'Anatoly, Razlan Moskovski, tenta une fois de plus de jouer sur la sympathie du tribunal, soulignant que son client avait été privé de l'amour maternel et des soins nécessaires à la formation d'un véritable homme depuis l'âge de 4 ans. Après seulement 3 heures de délibération, Anatoly fut condamné à la peine de mort par balle. Dans sa dernière déclaration au tribunal, Anatoly s'exclama qu'il avait volé et tué, mais qu'il se sentait comme un robot, ne ressentant rien. Il ajouta qu'il avait frôlé la mort tellement de fois qu'il était maintenant curieux de s'aventurer dans l'au-delà pour voir ce qu'il y avait après cette mort. La condamnation à mort plaça l'Ukraine dans une position délicate. En tant que membre du Conseil de l'Europe, le pays s'était engagé à abolir la peine capitale. Néanmoins, tant l'opinion publique que les hommes politiques firent valoir que le cas d'Anatoly constituait une exception. Le complice d'Anatoly dans la première série de meurtres, Sergueï Rogozine, 36 ans, fut condamné à 13 ans de prison. Finalement, Anatoly échappa à la peine de mort et fut condamné à la réclusion à perpétuité. En 1995, l'Ukraine était entrée au Conseil de l'Europe et s'était donc engagée à abolir la peine de mort. Anatoly Onoprienko est également connu sous les surnoms de Citizen O, le Terminateur, et le monstre ukrainien. Il a avoué avoir tué 52 personnes. Anatoly décéda d'une insuffisance cardiaque à la prison de Jytomyr le 27 août 2013, à l'âge de 54 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochains récits. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.